Je voudrais, en guise de propos introductif, vous livrer en vrac 2 ou 3 remarques que m'a inspiré la lecture du document de préparation, excellent par ailleurs. Je voudrais en profiter pour saluer les étudiantes, je crois, essentiellement, du Master de Communication publique et politique de l'ISIC et de l'IEP de Bordeaux, qui ont fait un travail remarquable. Bien évidemment, pardonnez-moi si je vais enfoncer quelques portes ouvertes, j'ai pas pu être là à l'ouverture, donc peut-être que je vais redire des choses qui ont été dites ce matin, mais ce qui me frappe, bien sûr, de prime abord, c'est le décalage qu'on peut imaginer entre le contexte dans lequel le premier colloque, celui auquel celui-ci fait écho, et puis aujourd'hui. 75, ça a dû être rappelé ce matin, 7 ans avant les premières lois de décentralisation, c'est aussi 15 ans avant la naissance du web, 20 ans avant que la France n'atteigne son premier million d'internautes. C'est aussi 2 ans après le premier choc pétrolier qui, en rendant de plus en plus perceptible dans le quotidien des Français les impacts de la mondialisation économique, remet en cause la place et le rôle du local. Ma deuxième remarque est plutôt d'ordre d'un étonnement ou d'une curiosité que sans doute, messieurs, vous viendrez à apaiser. Et ça tient à la juxtaposition des termes du titre même de cette table ronde. Dans son acception administrative, l'objet local ne correspond finalement pas à grand-chose d'autre pour l'entreprise qu'une contrainte, une réalité externe dont il doit tenir compte parfois, mais qui se juxtapose finalement assez mal ou peu aux réalités de son environnement de marché, ses concurrents, ses clients, ses employés même. La concurrence même entre les territoires ne se cale pas automatiquement, naturellement, sur celle vécue par les entreprises. Et puis une sorte de paradoxe. Les TIC ont bien sûr profondément bouleversé notre perception du temps et de l'espace. Elles ont accompagné une forme d'hypermondialisation, mais on a aussi remarqué que ça venait générer une forme d'hyperlocalisation. Est-ce paradoxal, vous nous le direz, que les plus grandes entreprises chantres du numérique se regroupent dans des petits territoires de quelques dizaines de kilomètres carrés, que ce soit la Silicon Valley ou bientôt ici à la Cité numérique à Bègle. On nous promettait les villes à la campagne, et en fait, on s'aperçoit que 50% de la population mondiale est citadine et on nous promet 70% dans les 40 prochaines années. Cette hyperlocalisation est-elle le fruit des TIC ou au contraire une sorte d'adaptation humaine à une sorte de vide, de néant que le numérique générerait? Là aussi, vous apporterez quelques réponses. Certains affirment que le numérique refaçonne la ville. Est-ce une réalité ou est-ce que les TIC viennent juste accompagner des nouvelles manières de concevoir, de vivre la ville? Ces apparents paradoxes me font penser à cette fameuse illusion d'optique de la danseuse en rotation. Est-ce qu'elle tourne dans le sens aiguille d'une montre ou à l'inverse ou alternativement dans les deux? Bien sûr, nous ne vous demanderons pas de répondre à ces questions puisque les 3 réponses traduisent 3 vérités ou 3 erreurs d'ailleurs d'égale valeur, mais plutôt de nous aider à en comprendre les mécanismes pour en mieux percevoir la réalité de manière plus globale. J'en arrive donc à notre premier intervenant, ce même Internet qui nous permet d'accéder à des documents situés dans des bibliothèques aux 4 coins du globe, vous me pardonnerez cette incongruité géométrique, ou de faire appel, de faire réaliser des micro-tâches par des prolétaires d'un nouveau monde, d'un nouveau genre à l'autre bout du monde, des pronétaires pour paraphraser l'expression de Joël de René. Ce même Internet est en train de faire naître une économie de la proximité, une économie de la coproduction, une économie de la co-consommation, une économie des circuits courts. À condition, bien sûr, ça c'est très très vertueux, à condition que chacun puisse accéder à Internet dans des conditions qui ne génèrent pas plus de fractures que de liens. C'est toute la problématique du premier kilomètre qui vous est cher, Jacques-François Marchandise. Vous êtes directeur de recherche et de la prospective à la Fondation Internet Nouvelle Génération et vous êtes par ailleurs chercheur associé à l'Institut Mines Télécom et enseigné à l'École nationale supérieure de création industrielle et à l'Université Rennes 2. J'espère que je n'ai rien oublié d'important.
Merci Jean-François. Donc en effet, pour ceux, ils peuvent être nombreux qui ne connaissent pas la FING. On est une petite association qui existe depuis début 2000 et qui essaie de travailler autour des transformations numériques, si par hasard c'est valide de parler de transformation numérique, de la politique, l'économie et la société, pour faire très vite. Et il se trouve qu'au travers différents dispositifs qui sont aussi bien des moments de réflexion collective, du repérage de l'innovation, des travaux de prospective. Ça nous arrive couramment de poser de plusieurs façons les questions du territoire. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a quelques années, dans les tout débuts de la FING, on a posé cette hypothèse du premier kilomètre dont je vais essayer de vous parler et que je voudrais re-questionner avec vous cet après-midi. La première chose que je voudrais mentionner en ouverture, c'est le fait de dire que pour faire écho à l'intervention de Pierre Mussot de ce matin, qui plaçait l'imaginaire du local, en fait. Moi, ça a fait écho de beaucoup de façons, et notamment, une des façons que je voudrais raconter, c'est que dans mon récit de ce que produit l'Internet, il y a tout un ensemble d'initiatives locales, donc c'est un peu mes héros, dont je pourrais dire, il y a Castres Mazamet, avec l'histoire qui est devenue, au milieu des années 90, le premier lieu du très haut débit ou du haut débit émancipé des opérateurs, parce qu'il fallait que les laboratoires Pierre Fabre puissent maintenir leurs chercheurs sur le terrain. C'est aujourd'hui sans doute le pays de Murat qui a travaillé dans le Cantal, autour du maintien de services et du développement de services en environnement rural, avec une approche aussi bien économique que citoyenne. C'est la Trébassie dans le Pas-de-Calais, qui a été un des premiers endroits où s'est construit un débat public hybride avec du en ligne et du hors ligne autour de choix collectifs qui devaient être faits à l'échelle d'un territoire rural. C'est le Pays Basque où, avec Manuel de Lara notamment, on a pu travailler il y a quelques années sur la construction d'une démarche Pays Basque numérique qui rentrait dans les pas de la démarche prospective du Pays Basque entamée au début des années 90. C'est le Nivernais-Morvan qui aujourd'hui est en pôle d'excellence rurale et qui pendant des années a défriché pas mal de pistes autour du numérique. C'est Plouarzel dans la métropole brestoise qui aujourd'hui fait ses cartoparties. C'est l'association ADRE dans les Alpes du Sud qui a inauguré il y a quelques années des approches qui sont des approches combinant la formation en milieu rural, les maisons de services publics et ce qui s'appelle plus ou moins l'accès public à Internet, en tout cas les formes de la médiation numérique. Tous ces contextes territoriaux-là, ils m'intéressent pas parce qu'ils sont locaux, mais parce qu'ils sont fertiles. Pas parce qu'ils sont locaux, mais parce qu'ils sont à des échelles d'expérimentation, confrontés à des problématiques collectives, sociales, territoriales, qui sont des problématiques dont les acteurs essaient de s'emparer, sur lesquelles ils arrivent à faire tourner des hypothèses, à engager des expériences, parfois des expérimentations, parfois des cimetières d'expérimentation au bout du compte, pas forcément pour passer à l'échelle, mais pour conduire leur démarche. Et donc là, je suis en train de vous raconter un local plutôt rural, mais au fond, on a depuis quelques années aussi pas mal abordé du local beaucoup plus urbain et beaucoup plus de pâté de maison, on va dire, on pourrait en parler également. Et donc, ce qui m'intéresse dans ces dispositifs, dans ces initiatives, c'est pas qu'elles soient sympathiques, c'est qu'elles sont fertiles. Et en même temps, je dois avouer que je tombe dans absolument tous les panneaux que Pierre Mussot mentionnait ce matin, c'est-à-dire toutes les pistes angélistes autour le local c'est bien. Le local c'est bien et ça va nous aider. Je voudrais retenir des interventions de ce matin une dimension qui me paraît très importante, qui est celle de la mesure du fait que ce que vous mentionniez, monsieur, avec le fait que nous avions besoin de nous confronter à des choses qui nous soient commensurables,
à un moment où l'espace numérique propose une sorte d'infini tout à fait fictif, en fait, si on n'a pas complètement changé la taille, la hauteur de nos corps, la largeur de notre champ de vision et la taille de nos mains, et on nous propose tout un ensemble de choses qui font comme si on pouvait en faire complètement abstraction. Et donc je pense qu'une partie de notre affection pour le proche, c'est une considération de la mesure et aussi de l'expérience dans un contexte où on est souvent confronté à ce qu'on pourrait appeler le défaut d'expérience et où une partie du récit numérique a été un récit déterritorialisation, dématérialisation, désintermédiation, tout en ligne, ailleurs, etc. et tout dans le lointain. D'où est venue cette histoire du premier kilomètre, un petit peu du fait de prendre au sérieux les promesses de l'Internet, en disant, ben voilà, un réseau où l'intelligence est aux extrémités, qui n'a pas de centre, qui est donc acentré, où chaque point du réseau est censé être émetteur-récepteur, client-serveur, permettre le pair à pair, etc. Et où au fond, on a une espèce de tentative d'équilibre qui est le contraire des formes centralisées. Comme nous le savons, depuis le début des autoroutes de l'information, il y a eu cette espèce de récit de la distance, du télé quelque chose que mentionnait très bien le collectif qui avait travaillé autour de Marc Guillaume au début des années 90. Hein, où vont les autoroutes de l'information? Télétravail, télésanté, télémédecine, téléadministration. Est-ce que c'est donc toute cette collection de télé qui résume ce qu'on appelle société de l'information, disait-il à l'époque? Et on a vu la suite de l'histoire, on a vu que si l'Internet des débuts nous connectait aux distants parce que nous n'étions pas très nombreux, il n'a pas pour autant freiné les mobilités, il a au contraire escorté les mobilités, et une fois atteinte une certaine densité, on a retrouvé des pratiques d'échange qui sont largement ancrées dans la proximité, comme le sont nos pratiques d'échange dans la vie tout court. C'est-à-dire que les premiers échanges téléphoniques, ce qu'on a constaté sur les skyblogs était du même ordre, ça se passait entre copains de cours de récréation et non pas vers des abstractions lointaines. Ce qu'on a constaté avec tout un ensemble de pratiques de communication et aujourd'hui de réseaux sociaux sont des choses puissamment localisées. Et donc voilà, il y avait cette aventure des promesses de l'Internet qu'il fallait prendre au sérieux, d'autant plus qu'on constatait dès le départ que l'Internet réel, dans ses architectures techniques, passait par les États-Unis quand il s'agissait de communiquer entre la France et l'Allemagne, ou entre la France et la France, ce qui est revenu d'ailleurs fortement depuis. Dans l'idée du premier kilomètre, le stimulant, ça a été de constater, par exemple, ce que faisaient les Suédois en habitat collectif, en faisant du très haut débit local à l'échelle d'habitat collectif. Donc, disons, bon, bah, on est limité à quelques mégas en sortie, mais entre nous, on est juste limité par la vitesse de ce qui sort de nos ordinateurs. Donc, on peut faire des gigaoctets locaux sans grande difficulté, là où on est cantonné à des mégaoctets sur des distances longues, et qui avait inspiré des réflexions autour, par exemple, de situations insulaires, où, au lieu d'attendre toujours la connexion vers le lointain, est-ce qu'on ne peut pas d'abord densifier la connexion vers le proche, et de cette façon créer des habitudes d'échange, de partage, etc. On a vu dans la foulée émerger les réseaux Wi-Fi locaux, on a vu émerger Seattle Wireless, Paris sans fil, Montauban sans fil et quelques autres qui ont été des surprises au fond du début des années 2000 avec la montée du Wi-Fi, dont il faut rappeler que c'est une technologie de réseau local et non pas de connexion à l'Internet. Et puis, on a vu, avec la densification urbaine, arriver les intranets de voisinage, les réseaux sociaux urbains, etc., qui ont marché ou pas marché, ça dépendait. Et progressivement interroger la question de se dire, est-ce que ces formes de sociabilité en ligne vont ou non répondre à ces questions du vivre ensemble? Donc on a posé cette hypothèse de dire, si au lieu de raconter la difficulté du dernier kilomètre, comme la racontent les opérateurs télécoms et les aménageurs du territoire, où l'usager est toujours trop lointain, où il avait la bêtise d'être un peu trop loin du central téléphonique et où ça allait coûter cher, si on racontait que tout part de lui, qu'au fond c'est lui le producteur, que le réseau c'est les gens qui sont dedans, et que autour de n'importe quel usager, il y a du réseau.
Donc ce renversement de perspective, c'est une proposition qu'on a faite du côté des réseaux, qu'on a aussi essayé de faire du côté dans un papier de mon camarade Daniel Kaplan qui a raconté du terminal à l'initiale. Comment est-ce qu'on arrive à raconter nos machines, non pas comme des choses qui reçoivent, mais comme des choses qui émettent. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas oublier ce qui nous a au fond intéressé il y a 30 ans dans l'arrivée de la micro-informatique, c'est ses capacités de production qu'elle permettait depuis là où nous sommes, et non pas juste les capacités de réception. Dans les années qui ont suivi, et j'y suis toujours aujourd'hui, je me suis souvent concentré sur les sujets de la modernisation publique et de l'administration électronique, avec notamment un postulat qui était très courant, qui consistait à dire on va faire du numérique, on va supprimer les guichets, ce qui parfois est une bonne idée quand ils ont une valeur ajoutée faible, mais qui souvent est une mauvaise idée quand on prône un mode de la substitution du local par le numérique, qui est quelque chose qui est quand même aujourd'hui très puissant. Vous racontez que vous allez faire de l'aménagement numérique du territoire, une partie de l'emploi local comprend qu'on va pouvoir tout faire à distance du travail que les gens sont censés faire localement. Et en l'occurrence, on a conduit pendant un temps un travail qui s'appelait Nouvelle proximité publique, qui a essayé de raconter est-ce que nous saurions imaginer une e-administration, comme on disait à l'époque, de proximité, au lieu d'imaginer que tout ça allait nous éloigner. Est-ce qu'enfin, les pistes des maisons de services publics et d'autres qui avaient été imaginées un peu tôt dans l'histoire, outillées par le numérique, sont des pistes qui pourraient être efficaces? Je vous mentionnais tout à l'heure à Drey, dans les Alpes du Sud. Au fond, ils ont travaillé ces hypothèses-là, ils y sont arrivés, il se passe des choses tout à fait bien dans ces contextes-là. Puis à d'autres moments, notamment en Aquitaine, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la question de la librairie indépendante face à Internet, et avec la question de se dire, au fond, est-ce que la librairie est morte et va être remplacée par Amazon ou Fnac.com, peu importe. Et l'hypothèse qui sortait de ça, c'est qu'on avait pour le coup une description sans doute beaucoup trop fonctionnelle de ce que c'est qu'une librairie, au lieu de la penser en termes de liens, au lieu de la penser en termes d'ancrage territorial, au lieu de la penser en espace de sociabilité. Et puis je conclus par mon début d'exposé, mais il me reste 2 minutes 50, par 2 autres exemples. Le premier qui est les chantiers que nous avons conduits autour de la découverte de l'hyperlocal. Pierre Musso mentionnait cette terminologie qu'on a pu creuser pour notre part aussi bien avec mon collègue Hubert Guillot à Romans-sur-Isère, puisqu'il a travaillé le romanais, donc en essayant de comprendre son paysage et ses formes d'expression depuis l'expression en ligne, et puis de la renforcer. Et puis ce qu'on a conduit ici avec certains d'entre vous sur la rive droite de Bordeaux, autour d'une analyse de l'hyperlocal par de l'analyse du web. Autrement dit, qu'est-ce que les traces de l'hyperlocal nous racontent, qu'est-ce que les traces numériques nous racontent sur la vie réelle d'un territoire. Je pourrais mentionner encore beaucoup d'autres pistes, par exemple l'émergence récente de l'idée de marchabilité du territoire, des walkability scores, les scores de marchabilité, consistant à repérer progressivement ce que j'ai à pied dans mon territoire. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est ces 2 choses. D'une part, c'est les chantiers qu'on conduit maintenant depuis quelque temps autour des Fab Labs, des lieux de micro-fabrication locale, avec la promesse, là encore, tout à fait incertaine, de dire et si ces dispositifs nouveaux étaient des leviers de relocalisation, et si ces dispositifs nouveaux permettaient d'imaginer des formes ascendantes de production, sous réserve d'avoir des communautés actives autour, sous réserve d'avoir des dynamiques qui se créent et des ressources humaines qui se créent, et sous réserve que tout un ensemble de choses qui sont en train de changer dans le paysage industriel fasse que l'échelle ne soit plus si rédhibitoire qu'elle l'est aujourd'hui. C'est des configurations autour desquelles on voit des gens comme Seb ou comme Renault ou comme d'autres travailler avec nous en disant ok, on voit que pas mal de choses sont en train de bouger. Donc on pose cette question que j'aurais pas le temps de traiter aujourd'hui, mais j'aurais dû me centrer dessus, qui est est-ce qu'on va des Fab Labs à la nouvelle industrie ou pas?
c'est une question qui est très riche en termes de tension. Et si maintenant j'éclaire la fin de mon propos par quelques nouveaux défis, à quoi nous amène cette piste du premier kilomètre, cette piste du renversement de perspective. C'est surtout une piste qui consiste à dire partons de la densification des capacités locales. Partons, on voit ressurgir en ce moment, vous parliez de choses qui dataient des années 70, on voit ressurgir en ce moment beaucoup les questions de l'empowerment et notamment la figure de Saul Alinsky et du community organizing comme étant une des formes d'auto-organisation locale qui ont été depuis très critiquées, très oubliées, très etc. et qui depuis 3 ou 4 ans ressortent en force comme étant des solutions possibles de réappropriation des problématiques d'un territoire par ses habitants et ses parties prenantes elles-mêmes. Donc la question de la capacitation, la question des nouveaux lieux du territoire, le fait de se dire tous les lieux du territoire vont se retrouver au cours des années qui viennent reconfigurés. C'est le cas des lieux de culture, c'est le cas des lieux de commerce, c'est le cas des lieux de services publics. Je ne vois pas en ce moment d'approche systémique en train de se construire qui dit bah tiens, tout mon bâti du territoire, à commencer par l'immobilier de bureau, à commencer par ces aménagements-là, tout bouge en même temps pour un ensemble de raisons, certaines convergentes, d'autres divergentes, pas très numériques hein, les raisons, c'est de tout autre mobile, par exemple le coût du carburant, par exemple la pression foncière, par exemple les mobilités professionnelles qui sont en train de faire bouger ça. Et en tout cas, il me semble qu'il y a une alerte autour de ces problématiques-là. Et puis, la montée des usages distants et notamment des usages du cloud computing, de l'informatique dans les nuages, et le fait de se dire, tiens, à nouveau, dans l'Internet d'aujourd'hui, certains parlent de Minitel 2.0, j'accède forcément à des données lointaines. Soumises la plupart du temps au Patriot Act, à part ça, donc qu'on doit s'empresser de soumettre au pouvoir public américain à tout moment. Et d'autre part, données lointaines qui font que dans les 5 ou 10 années qui viennent, pour moi ça ne fait pas beaucoup de doute qu'on va avoir les premières difficultés fortes de réseau et d'approvisionnement en énergie. Autrement dit, il va y avoir des moments où on ne pourra pas se connecter au lointain. On rentre dans une lecture qui va être celle de la dépendance numérique du territoire. On rentre dans une lecture qui consiste à dire, après la chute des réseaux, le jour d'après, les ennuis commencent. Le jour où les ennuis commencent, je n'ai pas de capacité locale construite qui va me permettre de continuer avec la connaissance, la construction collective, etc. C'est-à-dire que le territoire, au fond, s'est prolétarisé. Il s'est mis à dépendre complètement du lointain et on rentre dans des nouveaux défis parce que dans des nouvelles difficultés. Donc je ne vous raconte pas cette aventure-là pour vous déprimer, mais parce que je la trouve stimulante et que je trouverais intéressant de continuer à travailler dessus. Merci Jacques-François et pardon d'avoir infligé cette